Bonjour, le thème de cette vidéo, c'est la liste des confusions et difficultés ressemblantes mais différentes entre les cerveaux Asperger et les cerveaux hypersensibles. Donc, merci de m'écouter. Vous avez remarqué que je ne parle pas très vite. J'ai de l'autisme et donc mon cerveau est resté au stade perceptif. Et du coup, pour moi, l'expression, c'est plus difficile que les gens neurotypiques. Donc, alors, des checklists comme je l'ai fait, il en existe en anglais. Ils sont assez récents. Il y a le checklist de Agnès Burger-Weltmeyer, qui est belge-flamande, je pense. C'est Peter Vermeulen qui m'a donné cet article. Donc, vous voyez qu'il y a un checklist différentiel Asperger et douance sans Asperger. Donc Agnès Burger-Weltmeyer est spécialiste des enfants précoces et donc ce tableau fait partie et on peut le consulter sur Gifted Child Today, une revue. C'est le tableau américain qui s'appelle Gifted Child Today, donc je vais vous le montrer aussi. Et celui-là, il est de Edward Amend et d'autres auteurs. Et donc, vous voyez qu'il a aussi fait un différentiel enfant Asperger et enfant, on va dire, doué ou neurodroitier plutôt. Voilà. Donc, Edward Amend aux USA. Voilà, donc ces deux checklists donc, datent de 2006 et 2008. Donc en fait, on est aujourd'hui dans la sortie de la confusion, dans, comment dire, l'édition de différentiels précis au niveau des enfants, peut-être pas encore assez au niveau des adultes, mais il est, comment dire, sûr qu'on commence à voir des différences et des erreurs de diagnostic. Le DSM-5 est donc justement arrivé à cause de cette confusion et a permis de faire la distinction entre des troubles de la communication sociale d'adultes ou d'enfants et un trouble du spectre autistique. Voilà, donc moi, de mon côté, j'ai une double compétence, on va dire neurodroitier et Asperger autiste, puisque je suis moi-même autiste, j'ai lu beaucoup et je me suis observée, et j'ai observé mes amies neurodroitières hypersensibles, j'ai lu des livres, et du coup, pendant 5 ans, ça a été mon intérêt spécifique, et j'ai développé aussi cette double compétence qui vraiment permet de faire la différence entre les adultes hypersensibles ou Asperger. Donc je vais vous présenter ce tableau que j'ai fait, mais je voulais dire que donc on peut améliorer encore les tests de diagnostic Asperger, je pense, en ciblant et en comment dire, la vision non globale, en testant plus profondément cette vision non globale, vision du détail, cette perception autistique, par exemple de la faim, des températures. On peut tester aussi les tâches exécutives où il y a non-prévision, non-anticipation. On peut tester aussi les performances déductives, mathématico-logiques. Donc ça, ce sont des idées pour améliorer les diagnostics et ne plus faire d'erreurs de diagnostic. Donc voilà mon tableau. Donc il y a 3 parties, le quotidien, le social, le travail. Au quotidien, on voit que la gêne sonore pourrait paraître semblable, mais en fait, au niveau interne, d'un côté, les Asperger ne peuvent traiter qu'un canal à la fois, donc ils ne peuvent pas traiter un ensemble de stimuli, tout se mélange, et il y a parfois des intolérances immédiates à certains bruits.
Alors que du côté hypersensible, tous les bruits sont traités, donc dans un brouhaha, tout peut être traité, mais ça amène à une saturation. Voilà, donc en fait, on peut parler aussi des fatigues, là j'ai noté un tout petit, mais la fatigue du cerveau hypersensible, c'est trop d'activité, et la fatigue du cerveau Asperger, c'est un fonctionnement cérébral inadapté, et qui fatigue à la fin de la journée. Ce ne sont pas les mêmes fatigues. Le regard fuyant, alors les personnes hypersensibles, c'est plutôt pour des, disons, problèmes émotionnels, des gènes, une conscience qu'il ne faut pas regarder en face et une imagination par rapport à ça, alors que chez l'autiste, petit enfant, il y a une cécité contextuelle et une attention conjointe qui ne se fait pas, et voilà. Donc l'orientation spatiale, donc chez les personnes hypersensibles, évidemment tout ça ce sont mes amis qui m'ont aidé à comprendre comment ça fonctionnait dans leur cerveau et qui m'ont expliqué. Donc ils ont une bonne vision globale, mais il y a des problèmes d'orientation parce que les mots parlent moins, les directions, et donc ils se repèrent en mémorisant visuellement les plans. Sinon, il y a un problème d'orientation, en effet, comme les autistes, sauf que les autistes Asperger, eux, ont des problèmes à cause de la vision du détail, vision non globale. Un itinéraire aller ne ressemble pas à un itinéraire retour, même deux couloirs ou un grand itinéraire. Les discours sont heureusement mémorisés et les noms des rues, on peut réussir à s'orienter quand même avec une stratégie typique de l'autisme. Voilà les plannings, donc évidemment ça aide les deux profils, mais le planning ça aide l'autiste parce qu'il a un problème d'initiative et de non-anticipation, de non-prévision, alors que la personne hypersensible, on va dire neurodroitière, a des journées chargées puisqu'elle aime faire beaucoup de choses et un problème donc du coup de gestion du temps de toutes ces activités dans la journée. Les habitudes, je pense que les cerveaux hypersensibles, les gens neurodroitiers aiment leurs habitudes, ça les met dans du bien-être, alors que les personnes Asperger sont aidées face à la non-prévision grâce à des routines. Donc pareil, le processus est différent, le processus intérieur. Les décisions, donc d'un côté il y a un embarras du choix avec des anticipations et des craintes, alors que de l'autre côté il y a une obscurité du choix, c'est-à-dire difficulté à avoir une cohérence pour les données, et donc un besoin de pré-liste chez les autistes. Les animaux, donc l'attraction animale, c'est donc différent chez les cerveaux hypersensibles, les personnes et les femmes notamment, puisque je pense parler plus des femmes que je connais mieux. Les femmes neurodroitières ont un amour intense pour l'animal qui lui apporte du réconfort aussi, alors que les autistes disons que les animaux sont attirés par les mains tactiles des autistes en fait. Alors ça, voilà, c'est comme ça, et en effet les personnes autistes ont des mains tactiles, c'est encore le cerveau immature, je pense, qui donne ça. Les intérêts, donc pour les personnes hypersensibles neurodroitières, elles ont des passions qui sont des refuges quand l'environnement est difficile, quand les relations sont difficiles. Ces passions sont des refuges, et quand même, en même temps il y a une grande curiosité, donc c'est quand même aussi un plaisir, et il y a une soif de connaissance, de savoir.
Alors que chez les autistes, l'intérêt spécifique est envahissant et il y a une mémorisation intégrale d'un livre ou d'un document ou comment dire, une recherche de compréhension des mécanismes et des logiques. C'est pas la connaissance pour la connaissance. Voilà, donc j'ai fini la partie quotidien. Donc on va parler du social. Le social, donc les premiers contacts relationnels pour une personne inconnue, c'est assez facile pour les autistes qui n'anticipent pas. Moi, des fois, ça me sert. On me dit fonceuse avec les gens. Par contre, mes amies hypersensibles, elles observent, elles mentalisent et elles décident d'aller ou non vers les gens. Comment dire, au niveau de l'empathie, donc mes amis ont une grande empathie, c'est bien heureux pour moi, et en fait, pour moi, en fait, j'ai un besoin de clarifier ce qui se passe au niveau émotionnel, puisque je le décrypte mal, ou je ne me l'imagine mal, j'ai besoin de concret, et à ce moment-là, l'empathie se déclenche, parce que c'est quand même féminin. Voilà. Ensuite, les conversations. Donc, mes amis peuvent trouver des sujets inintéressants dans les conversations banales, alors que moi, c'est surtout un manque de présence d'esprit et un vide, un manque d'idées pour converser. Qui me pose problème, mais en fait, voilà. Les codes sociaux. Donc, chez mes amis, il y a un système de valeurs élevé, une espèce d'éthique et des valeurs qui sont différentes de la norme. Donc en fait, les codes sociaux sont pas les mêmes, ou on va dire remis en question. Alors que pour les autistes, on peut oublier les codes sociaux, oublier la politesse ou être inconscient d'autres codes sociaux. Donc là, les métaphores, donc les gens autistes, peut-être enfants, voient des images au sens propre, donc ça peut être gênant d'utiliser des métaphores, alors que les gens autistes comprennent les mots concrets et le sens propre. Évidemment, le sens figuré est plus difficile. L'humour, donc mes amis utilisent l'humour des contraires, et des sous-entendus, dire le contraire de ce qu'on veut dire, en sachant qu'on veut dire le... Bref, pour un autiste, c'est compliqué. Moi, j'utilise l'humour, quand j'en fais, de la logique extrême, j'essaye. Voilà. Puisque mon cerveau est logique. Et au niveau des relations amoureuses, pour terminer le social, mes amis m'ont confié comment dire, une grande empathie, un attachement et quelque part un aveuglement, une naïveté, croire que la personne va changer, enfin des choses qui font que les relations amoureuses sont difficiles, alors que dans mon cas, et je pense que déjà pour une relation amoureuse harmonieuse, il faut que la personne connaisse l'autisme et comment dire, qu'il n'y ait pas d'interprétation erronée, donc du dialogue. Si on croit interpréter une chose, vérifier son interprétation. Voilà, donc déjà ça fait pas mal de choses. Le travail, les initiatives, j'ai oublié de remplir. Je pense que les gens hypersensibles, mes amis sont pleines d'initiatives, d'idées, de créativité, alors que, comment dire, moi, dans mes emplois de cadre, j'avais des problèmes d'autonomie, de manque d'initiative, j'ai besoin de directives. Les troubles associés, donc de mon côté, quand j'ai des questions sans réponse, que je ne trouve pas la cohérence d'une décision à prendre face à de l'incertitude, j'ai une anxiété qui peut devenir envahissante, voire avec insomnie et
troubles de l'anxiété généralisée, ça m'est arrivé, alors que mes amies, elles, ont plutôt des angoisses d'anticipation, d'imagination et des cas de dépression aussi. Donc voilà, deux cerveaux assez différents, même s'il y a des choses qui paraissent communes, des difficultés et une bonne entente entre ces deux cerveaux, je précise, puisque chacune, nous sommes un peu, on va dire, intellectuels, on va dire ça comme ça, et la fréquence de dans la population, les autistes, on pourrait dire que c'est à peu près 1% de personnes autistes, alors que chez les femmes, si on va dire 30% de gens hypersensibles, 15% de femmes hypersensibles, donc c'est sûr que c'est quand même des gens qui sont en difficulté et qui sont nombreux et qu'il faut aider. Donc voilà, donc j'en parlerai plus tard de l'aide spécifique, mais là je vais terminer je pense que je vais terminer comme ça, et la prochaine vidéo parlera des aides spécifiques et d'une trame d'enquête différentielle sur le parcours de vie.